Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'édition 2025 du Grand Prix de la Marseillaise. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée, notamment coureur top, flop, le résumé de cette course. Comme d'habitude, on ne fera pas le point sur les classements de la Coupe de France, on attendra quand même qu'il y ait 2-3 épreuves pour faire un point sur les classements. Une Coupe de France qui a changé, avec désormais un classement pour les sprinteurs, un classement pour les grimpeurs, et puis avec des manches qui ont disparu, notamment Paris-Camembert. Enfin voilà, le calendrier a un petit peu changé du côté de la Coupe de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Pas de débrief de la Cadel Evans, je pense. Bon, à part si j'ai vraiment le temps, lundi ou mardi, mais en gros, mardi soir, s'il n'y a pas de débrief de la Cadel Evans, il n'y en aura pas. Et je pense que j'aurai pas le temps de le faire, parce que j'ai aussi les présentations d'équipes cyclistes encore à réaliser. Voilà, le mois de février est encore bien intense. Il y a encore du Vendée Globe, il y a encore voilà, pas mal de choses au programme, tour à destination aussi. Voilà, il n'y aura pas de Cadel Evans. On se retrouvera pour des présentations d'équipes cyclistes, et puis on se retrouvera aussi pour le Grand Prix de Bessèges et pour le Tour de la Communauté de Valence à partir de mercredi pour ces deux épreuves. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires, et vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Grand Prix, la Marseillaise, un Grand Prix pas évident. Comme d'habitude, c'est toujours le début de la saison. Alors même si cette année, il y a déjà eu des courses en Espagne, les années Covid, c'était vraiment le début de la saison au Grand Prix de la Marseillaise. Il y a certaines années où ça a vraiment été la première course de l'année. C'est vrai qu'il y a eu les courses en Australie, mais ça reste quand même, pour beaucoup de coureurs, le premier jour de course de l'année, le jour où on remet un dossard sur un parcours qui n'est pas simple, 2700 mètres de dénivelé positif, mais pas forcément des très gros pourcentages non plus au programme. C'est vrai qu'on n'est pas sur des côtes où on a du 10-11% pour faire la différence. Et puis la route des crêtes est quand même à 25 bandes de l'arrivée. Donc tu as encore du temps derrière. La Ginesse est quand même assez roulant sur des routes larges ensuite. Donc tu as le temps pour que le peloton revienne. Et puis bon, c'est pas toujours bon de remporter cette première course de l'année. Parce que c'est vrai que parfois, certains, rien que Kevin Geniez l'an dernier, n'a pas forcément fait une grande saison, malgré une victoire sur le Grand Prix de la Marseillaise. C'est vrai qu'il y a une sorte de malédiction, parfois avec ces courses d'ouverture de la saison, que ce soit en France, en Belgique avec le Newsblatt, ou encore en Italie également. Donc c'est pas toujours bon de remporter les premières courses de début de saison. Allez, on regarde tout de suite le résumé. Et première attaque en début de journée avec notamment Weistrofier qui tentait avec Vercouilly qui tentait également leur chance. Il y avait également du Thomas Bonnet, du Rémi Cavagna, également du Valentin Retailleau. Et puis la bonne échappée en fait a attendu quand même une bonne vingtaine, quasiment une trentaine de kilomètres avant de sortir, à 139 km de l'arrivée avec Ryan Boulawat, jeune coureur de la Total Energy, Baptiste Weistrofier, là aussi jeune coureur de la Lotto, et puis on avait Van Niekerk, on avait Kenny Molly également, et puis Lambrecht qui était dans cette échappée, Lambrecht de la Wagner-Bazin. Échappée qui va prendre assez vite de l'avance, au bout de 10 km, 2 minutes 50. À 105 km de l'arrivée, on est à 3 minutes 37. L'écart max sera aux alentours des 3 minutes 50. Et cet écart va diminuer à 2 minutes 40 à 93 km de l'arrivée. On arrive dans le col de l'Espigoulier. Et c'est Lambrecht qui passe en tête, vu qu'il y a un classement de la montagne sur cette journée de compétition. Et à ce moment-là, l'avance se réduit. On a 1,45, écart qui passera même à 1,14 à 78 km de l'arrivée. Et à ce moment-là, alors que l'écart remonte à peine à 1 minute 30, eh bien Rémi Cavagna et Oscar Chamberlain décident d'attaquer et de relancer un petit peu la course. Le point à 60 km de l'arrivée, l'échappée à 30 secondes d'avance sur ce groupe numéro 2
Cavagna-Chamberlain et 1 minute 26 sur le peloton. Écart qui se stabilise à ce moment-là et le groupe Cavagna-Chamberlain qui n'arrivera pas à revenir. 1 minute 30 à 40 km de l'arrivée. Et puis à 30 km de l'arrivée, l'écart diminue sous la minute. On arrive pas loin de la route des Crêtes. Il y a une longue descente pour arriver à la route des Crêtes, une descente qui nous emmène à La Ciotat, toujours assez technique. Ineos roule fort devant, avec également la Lotto et la Groupama. Route des Crêtes, Lambrecht est lâché d'entrée dans l'échappée, puis Van Niekerk et enfin Westrofier. À 28 km de l'arrivée, il n'y a plus que 35 secondes et quelques mètres après, Boulawat part seul et tente de résister un maximum. Il sera repris à 26 km de l'arrivée car entre-temps dans le peloton nous avons une attaque de Joshua Tarlin suivi par Vauquelin, Sexas, Axel Laurence notamment. Et donc Boulawat se fait reprendre par Kevin Vauquelin, Sexas, Axel Laurence avec Joshua Tarling qui va être lâché puis repris et enfin Timo Kellich qui arrive dans un second temps. On arrive dans le col de la Ginesse. Kevin Vauquelin décide d'accélérer, oui parce qu'il y a un problème, c'est Axel Laurence. Vauquelin sait qu'il est moins rapide qu'Axel Laurence donc il tente le tout pour le tout. Sauf qu'il n'arrive pas à se débarrasser du français qui réagit bien, sauf que ça préfigure la fin de ce groupe de tête, car derrière, ça roule pas si fort que ça, et surtout, c'est pas suffisamment bien organisé. Tarling éliminé, on se retrouve à voir Kellich et Sexas dans un second groupe, et puis Vauquelin avec Axel Laurence. À 6 km 8, Vauquelin tente de partir seul de nouveau, mais il est repris par Axel Laurence et on se retrouve à 3 km de l'arrivée à avoir un regroupement général. Et contrairement à d'habitude où ensuite on allait du côté du stade Vélodrome, cette année la route est un petit peu différente avec un final en montée, en faux plat montant. Et puis derrière, surtout ce petit groupe de 4, vous avez Unibet qui roule fort notamment pour revenir et ça permet avec Euskaltel notamment également qui roule fort et ça permet à ces équipes-là de revenir sur la tête de course dans le dernier kilomètre. Et puis après, c'est un sprint lancé par Van Hemelen et qui sera contré sur la toute fin par Valentin Ferron qui s'impose, mais d'un rien par rapport aux coureurs belges. C'est vrai qu'on peut se dire que cette échappée-là aurait mieux fait de rouler et d'aller au bout, mais encore une fois, Vauquelin il venait pour la gagne, il venait pas pour faire deux. Et le fait d'avoir Axel Laurence, c'était un problème. Et puis on peut pas dire que, parce que j'ai vu certains sur Twitter s'en prendre à Vauquelin, on peut pas dire que de toute manière, Sexas et Kellich s'entendaient extrêmement bien dans ce groupe-là. Donc c'était un vrai problème, on va dire, d'entente. Le souci, c'est qu'il y avait Axel Laurence et que tout le monde savait que tant qu'il y avait Axel Laurence, ça serait dur de gagner. Et donc là, aujourd'hui, on venait pas pour faire deux, on venait pour aller attraper la gagne. Et c'est pour ça que cette échappée a été reprise et n'était donc pas la bonne échappée du jour. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Tout de suite, les coureurs au top du jour. Et je commence avec Valentin Ferron. Ça fait du bien pour Valentin Ferron parce que déjà, premier jour de course avec la Cofidis, je crois de tête. Moi, je l'avais pas vu. Alors, il avait peut-être fait quelques courses en Espagne, j'ai pas vérifié. Oui, il avait couru en Espagne à la Valenciana, des courses donc, que je n'avais pas suivies, mais c'est vrai que c'est un coureur qui en 2024 a été quand même extrêmement discret par rapport à une saison 2023 qui avait été pas mauvaise, notamment avec Paris-Camembert, mais également deuxième de la Poly-Normande. Voilà, c'est un coureur qui est très intéressant sur des manches de Coupe de France. Faut le voir comme un coureur qui peut scorer sur des manches de Coupe de France, c'est qu'au niveau supérieur, ça devient plus compliqué. Là, voilà, faut qu'il y ait des ouvertures, et c'est pas toujours évident, mais c'est un coureur qui avait vraiment disparu l'an dernier du côté de la Total Energy. C'est vrai que là, je regarde 4e des Boucles de l'Aune, ce qui est son seul résultat de l'année, quasiment. Et 11e du Grand Prix du Morbihan, mais voilà, il a été extrêmement discret, alors qu'en 2023, il avait été beaucoup plus présent, notamment il avait fait le Tour de France, il avait fait 3e du Région Pays de la Loire Tour, enfin voilà, il avait été pas mauvais, Valentin Ferron.
Et puis on rappelle que c'est un mec qui avait remporté une étape du Dauphiné. C'était en 2022 à l'époque. Il était jeune, 2022. Il avait 24 ans. Mais c'est vrai que c'est un coureur qui avait un peu disparu des radars l'an dernier. Et c'est vrai qu'on l'avait vraiment bien perdu. Même Valentin Ferron, j'avais absolument oublié qu'il était transféré chez Cofidis. Pourtant on a fait la présentation des équipes, mais ça m'était un peu sorti de la tête. Et là, c'est vrai que il se relance avec cette victoire. Alors encore une fois, comme je dis toujours, gagner à la Marseillaise, ça veut pas dire derrière que tu vas faire une grande saison. Mais déjà, c'est la deuxième victoire du côté de la Cofidis. L'an dernier, ils avaient quand même eu beaucoup de mal à marquer. Et pourtant, derrière, c'est toujours Cédric Vasseur. Comme quoi, c'était peut-être pas lui le responsable des problèmes de cette formation. Parce que certains s'étaient tout de suite projetés et avait tout fait pour défoncer Cédric Vasseur. C'est fou, quand ça gagnait, on disait pas Cédric Vasseur est un génie. Pourtant, en 2023, cette équipe Cofidis, les résultats, c'était pas que les coureurs non plus. Il y a des moments, il faudrait être un peu plus respectueux, je pense, et un peu plus réfléchir, tout simplement, juste utiliser de temps en temps son cerveau, un peu plus de 10 secondes, pour réfléchir et pas s'enflammer dès qu'il y a un truc qui se produit. Notamment, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a encore des mecs qui vont s'enflammer sur un jeune coureur. Mais Valentin Ferron, ouais, c'est bien. C'est bien. Aujourd'hui, c'est un coureur qui va avoir 27 ans là, en fin de semaine, en plus. Pas très loin de son anniversaire. Et il a été efficace sur cette journée, donc je pense qu'il peut être très très fier de ce qu'il a fait. Et puis Cofidis, qui pourtant a été assez discret dans la journée, a fait un gros boulot, notamment avec des coureurs dans le deuxième groupe. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de Unibet, mais eux aussi ils ont un peu roulé. Benjamin Thomas, qui emmène encore parfaitement aussi ce groupe-là, le sprint, et puis il a été intelligent dans sa manière de sprinter, c'est-à-dire que Benjamin Thomas le place parfaitement bien, sauf que Van Emelen anticipe un petit peu le sprint, donc il le suit, sauf qu'il s'aperçoit quand même assez vite que il reste encore pas mal de mètres avant l'arrivée, donc ça le fera pas, donc il se remet dans la roue de Van Emelen. Alors ensuite il l'a sauté sur la ligne, ça a été court, c'était proche de l'arrivée, le fait de sauter sur la ligne, mais ça a été plutôt bien fait et efficace, donc bravo à Valentin Ferron, qui a été intelligent et qui s'impose en costaud aujourd'hui. Donc on va voir maintenant ce que ça donnera sur d'autres épreuves. On poursuit du côté des coureurs au top avec Paul Sexas. Ah oui, Paul Sexas, 5e aujourd'hui. Moi je vais pas m'emballer, je vois déjà des mecs qui disent il va aller gagner le Tour de France. Non, oh là là, et c'est le Grand Prix la Marseillaise, c'est pas le Mont Ventoux non plus. Il faut un petit peu se calmer de temps en temps, mais c'est un bon résultat. On voit déjà que la passation junior élite, enfin junior espoir, on va dire, a l'air de plutôt bien se passer. On va voir si ça tiendra toute l'année. Parce qu'on a vu, Del Toro, Morgado l'an dernier. Morgado par exemple a fait un gros début de saison, ça s'est un peu étiolé ensuite. Parfois c'est compliqué de tenir du mois de janvier au mois d'octobre, comme je dis toujours, sur une saison complète. Mais Paul Sexas aujourd'hui, je trouve qu'il a bien couru. C'est vrai que c'est lui qui oblige un petit peu Kélich à passer. Parce que Kélich, il voulait rester un petit peu dans les roues, là, une fois qu'il se retrouve à 4. Il suit bien le mouvement. Il était très bien placé aussi. Route des Crêtes. Dès le pied de la route des Crêtes, il est dans les 10 premiers du peloton. Ça montre que c'est un mec qui connaît un peu le cyclisme quand même déjà à 18 ans. Donc ça veut dire que c'est un mec qui doit regarder du cyclisme, qu'il a peut-être bien écouté le briefing aussi ce matin, et que surtout il sait se débrouiller dans un peloton. Et pourtant il n'y avait pas beaucoup d'autres décathlons AG2R à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'était pas entouré de 4 ou 5 équipiers, mais il a su très bien se débrouiller seul. Et puis après, il fait le job aujourd'hui complètement sur une course de 165 km. C'est quand même 4 heures d'effort aujourd'hui quasiment. Eh bien, il a été efficace, Paul Sexas. Il a été bon. Il a été bon, très bon. Maintenant, il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Ça. Les mecs qui disent qu'il va gagner le Tour de France tout de suite, non, mollo. On temporise un petit peu quand même de temps en temps parce que non, c'est le Grand Prix la Marseillaise, c'est pas une étape du Tour de France, c'est pas après 3 semaines de course, et voilà, c'est pas un Tour de France.
Donc on va le voir déjà Paul Sexas sur des courses d'un jour, et puis on le verra sur des courses d'une semaine de 4-5 jours. Voilà, faut pas griller les étapes. Je crois que on a fait la grosse erreur quand même sur les 20 dernières années de vouloir faire griller les étapes à des jeunes coureurs, qu'il faut rester prudent, extrêmement prudent. Pour le moment, c'est un bon coureur, mais de là à le voir gagner le Tour de France, il a que 18 ans. Et comme je dis aussi, tout le monde n'est pas Remco Evenepoel. Alors pour le moment, ça a l'air de s'être bien passé aujourd'hui. Il faudra voir maintenant sur les prochaines courses comment ça se passera du côté du coureur français, mais il y a forcément des moments où il va être en difficulté. Et de toute manière, c'est ce qu'il recherche. Il le disait il y a quelques mois en interview, que l'idée de passer directement chez les élites et de ne pas passer par l'équipe de développement, c'est aussi pour se mettre en difficulté, c'est aussi pour avoir un rôle d'équipier et parfois être en difficulté sur certaines épreuves. C'est ça aussi qu'il recherche, Paul Sexas, sur la saison. On le verra quand même sur l'UAE Tour. Là, normalement, dans une quinzaine de jours. Et puis ensuite, il fera des courses en France, il y aura le Tour des Alpes, il fera le Baby Giro, notamment. Je pense que peut-être qu'on le verra sur un Tour de l'Avenir, Paul Sexas. Et puis Grey Tour of Ganzi pour finir. Donc voilà, on essaie de lui faire un calendrier à sa portée, parce qu'il a 18 ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a été bon, il a été efficace dans cette course d'un jour. Et on va voir ce que ça donnera pour la suite. Autre jeune coureur français que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'est Boulawat, du côté de la Total Energy, qui je trouve a fait vraiment une très très belle échappée. C'est vrai que quand j'ai vu Kenny Molly dans l'échappée, on est habitué à voir Kenny Molly. Quand je vois Van Niekerk, on est habitué à voir Van Niekerk. Déjà Vestrofier, plus rare, Baptiste Vestrofier. Quand j'ai vu Ryan Boulawat, je me suis dit, ah bah bien, bravo. Non, bah déjà, il faut réussir à la prendre, d'échapper. Alors sur le Grand Prix de la Marseillaise, normalement, tout le monde ne se précipite pas. Ça fait partie des courses où il y a des coureurs qui ne veulent pas y aller, mais bon. Et puis après, c'est le dernier à être repris. 120 km d'échappée aujourd'hui. Alors lui aussi, c'est un coureur qui a beaucoup couru en Espagne déjà. Et il a déjà 6 jours de course dans les pattes. Et puis là, ensuite, il va aller à Oman pour la fin de semaine, parce que Oman, c'est 7-8 février, donc c'est vendredi. Samedi, truc comme ça va être samedi le 7. 7 février, c'est vendredi. Non, c'est vendredi. Donc, Oman, c'est toujours à cheval sur une semaine. C'est toujours particulier. Et donc, là, on verra ce que ça donnera. On essaiera de suivre ça. Alors, peut-être qu'on n'arrivera pas à suivre ça de près, mais je suivrai ça de loin. Coureur qui vient de Colombes, dans le 92, Ryan Boulawat. Vainqueur l'an dernier d'une étape du Tour du Maroc avec le Vendée U. Il avait été efficace sur le Tour de Maroc, et puis sur la Flèche du Sud aussi. Donc c'est pour ça qu'il a été recruté. Mais là, pas mal, surtout que pour moi, c'était plus un profil sprinter, de ce que j'avais vu de ses résultats chez les jeunes. Donc faire ça sur un parcours à 2700 mètres, c'est intéressant. Puis il a bien tenu dans la route des crêtes. Il a fait son rythme, il a fait sa course. Donc non, pas mal. De toute façon, c'est plus un sprinter, parce que quand on voit le gabarit, 1,83, 75 kg. Mais bien pour une première journée de course, donc on verra maintenant ce que ça donnera. Oman, et puis peut-être il aura des opportunités pour aller jouer des sprints, ou pour lancer des sprints, Ryan Boulawat, qui va avoir bientôt 21 ans, à la fin du mois. Il est du mois de février, voilà, ce jeune coureur. Mais j'ai bien aimé, son échappée. Kenny Molly, Van Niekerk, c'est quand même des mecs qu'on voit très souvent en échappée, donc réussir à résister à ces deux-là, c'est quand même très très bien. Et puis je termine avec Van Hemelen. Ça va faire du bien à la team Flanders Baloise, parce que c'est quand même une équipe qui est depuis quelques années en difficulté. On n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas encore fait la présentation de cette équipe. C'est vrai que la Flanders Baloise, c'est quand même une équipe qui ces derniers temps a quand même du mal à avoir beaucoup de résultats dans l'année. Ça fait pas partie des plus grosses structures de deuxième division, c'est plutôt même l'une des plus petites. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour des coureurs de s'exprimer dans cette équipe. Alors lui, il est passé par la Lotto Soudal U23, et puis ça fait depuis 3 ans qu'il est à la Flanders baloise, notamment vainqueur du classement de la montagne de l'Arctic Race of Norway, c'était en 2023, 3e du Flanders Tomorrow Tour, c'était en 2021, et puis je vois 9e de la Famenne Ardennes Classique, c'était l'an dernier.
Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir des possibilités de se montrer dans cette structure, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de moyens du côté de la Flanders bâloise, et donc réussir à obtenir un résultat aujourd'hui, un podium, ce qui va faire du bien également pour cette équipe, parce que les podiums, c'est pas 150 fois dans l'année, surtout sur des épreuves de type 1-1, parce que la Marseillaise, c'est quand même une épreuve de type 1-1, eh bien, c'est plutôt bien pour cette formation, et puis le sprint est vraiment costaud, c'est vrai qu'il part de loin, alors... Il se tasse sur les 30-40 derniers mètres, mais Ferron, sur la fin, il a du mal à emmener le braquet aussi. Et voilà, il a très très bien résisté à Ferron sur un sprint en faux plat montant. Pour te dire, personne n'arrive à le remonter à part Ferron. Donc ça montre bien qu'il a été efficace et pourtant, il commence son sprint, il est 8-9e. Donc il a vraiment réussi à surprendre tout le monde. Il a fait un bon sprint de loin. Donc très, très bien de la part de Van Emelen. Et je regardais son gabarit, il a un gabarit atypique, hein, parce que 1m92 certes, mais seulement 69 kg. Or, un Ghana doit faire 10 kg de plus quasiment. Donc c'est pas très lourd, donc ce qui lui permet d'être efficace dans ce type de montée. Il a été très bon. Donc on va le voir si on le retrouve. Il sera à Bessèges, tiens. Qu'on le suivra peut-être du côté de Bessèges, parce qu'il y a des étapes qui peuvent lui convenir. Si ce coureur-là est en forme, c'est un coureur qui a seulement 24 ans de fin d'année, Van Emelen. Donc voilà, ça peut être un coureur qu'on peut être intéressé de recruter. Je pense notamment à la Cofidis, parce que la Cofidis se fournit très souvent la Flanders bâloise. Je pense notamment à Milan Fretin, qui était à la Flanders bâloise, donc ça pourrait peut-être intéresser une équipe comme la Cofidis ou même une équipe comme Intermarché d'avoir un coureur de ce type-là. Bon, on essaiera de voir un petit peu ses résultats peut-être du côté de Bessèges. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour, déjà la Groupama FDJ aujourd'hui, c'est vrai qu'on les a beaucoup vus à l'avant du peloton. Je pense qu'il y avait vraiment un objectif aujourd'hui pour Kevin Genietz, mais peut-être pas forcément la bonne équipe autour de lui. C'est quand on regarde bien la Groupama, c'était pas forcément la plus grosse équipe qu'on ait vue. Je trouve qu'en plus on perd très vite Cavagna. Au final, dans ce groupe qui s'est intercalé, ce qui n'a pas forcément été l'idée du siècle, parce qu'au final, ils ne sont jamais revenus sur les 5 de devant et ils ont perdu beaucoup d'énergie. Donc c'est vrai qu'il a manqué déjà un petit peu de monde dans le final, je pense, pour Kevin Genietz. Bravo quand même à Clément Brazafonso, qu'on a beaucoup vu dans la Gineste. Il a beaucoup roulé aussi, hein. Il fait partie des mecs qui ont vraiment permis à ce que l'écart se stabilise autour de 20 secondes et que ça s'échappe jamais plus de 30 secondes. Ce qui ne permet pas aux 4 de devant de vraiment se regarder et de vraiment tergiverser, parce qu'il y avait toujours le groupe qui était derrière. Et Brazafonso a fait partie de ces coureurs qui ont beaucoup roulé. Mais Kevin Genietz, dans un sprint, il ne peut pas faire grand-chose. C'est un bon puncher, mais déjà, c'est pas le meilleur puncher du monde. Et ensuite, là, c'était un sprint pas en petit comité. Hein. Il y avait quand même une bonne trentaine de coureurs, 35 coureurs dans le final. Et là, ce petit jeu-là, il ne peut pas faire de miracle. Et comme t'as pas forcément, ce qui manque je pense à cette équipe, même Groupama FDJ, c'est que à part Quentin Paché qui a une grosse pointe de vitesse mais qui n'était pas au départ, t'as quand même peu de coureurs dans cette équipe-là il manque un sprinter puncher. Penwet c'est un bon sprinter mais sur le plat, il leur manque un sprinter puncher quand même dans cette formation. T'as Quentin Paché, mais Quentin Paché c'est un puncher qui a une bonne pointe de vitesse, un peu à la Nick Schulz, c'est pas un sprinter. Il leur manque ce profil-là. À la Groupama FDJ, ça serait bien de l'avoir. Alors t'as Romain Grégoire aussi qui a une bonne pointe de vitesse, mais qui n'est pas non plus un pur sprinter. Et là aujourd'hui, même un Romain Grégoire ou un Clément Paché ou un Quentin Paché, ils seraient rentrés dans le top 10. Ils auraient peut-être pas fait plus que 7 ou 8 au niveau du classement. Il leur manquait l'arme absolue aujourd'hui. Bon, c'est dommage. Du côté de la Groupama FDJ, mais aujourd'hui, 16e pour Kevin Genietz, ça fait seulement 3 points UCI de marqué du côté de cette formation, ce qui veut dire que le déplacement à Marseille n'a pas été extrêmement rentable pour cette équipe. Deuxième flop du jour, c'est encore une équipe, c'est une équipe française aujourd'hui, c'est la Total Energy. Alors autant Boulawat
j'ai bien aimé. Autant pour le reste, c'est pas exceptionnel. Alors Alexandre Delette, qui a aussi beaucoup travaillé, hein, il travaillait un peu dans le deuxième groupe, fait 12e aujourd'hui. Je suis un peu plus surpris d'Alexis Brunel, de Dujardin, qui étaient des coureurs qui avaient déjà, en plus encore une fois, des jours de course dans les pattes. Hein. Dujardin, il avait été à la Ruta de la Ceramica. Brunel, on l'avait vu également à Caen de Morverdré, hein, où il avait fait 4e et pris l'échappée. J'ai trouvé qu'ils ont été quand même extrêmement discrets, alors qu'on sait que Alexis Brunel, c'est un coureur qui avait été bon, notamment l'année où il était chez UAE. Il avait été hyper efficace dans cette course en 2022. Hein. Ceux qui s'en souviennent, le Grand Prix de la Marseillaise, il avait fait beaucoup de boulot dans le col de la Ginesse notamment. Donc c'est un mec qui connaît bien cette montée. Et il n'a pas été en capacité de suivre cette année. Donc ça c'est un petit peu décevant. Alors peut-être encore un petit manque de repères hein, sur des courses de haut niveau. Ce qui est normal du côté d'Alexis Brunel. Par contre, Sandy Dujardin, il faut qu'il passe un cap aujourd'hui, Sandy Dujardin. Il avait été très bon en 2023, on se souvient championnat d'Europe. L'an dernier, il a quand même vraiment été embêté par ce poignet sur le Tour de France. Hein. C'est vrai que ça l'a quand même pas mal handicapé. Et je pense que ça lui a un peu pété même peut-être la fin de saison. Le fait d'avoir continué son Tour de France malgré un poignet pété, parce que jusque-là, il était quand même très très bon. Sur le mois de juin. Et c'est vrai que par rapport à la saison 2023, c'est quand même moins bien en 2024. 2023, il avait été très efficace et c'est vrai qu'on l'attend à un meilleur niveau et surtout, on l'avait vu notamment au championnat d'Europe, qu'il est capable d'être performant sur des parcours comme ça à 2004, 2005, là 2700 mètres de dénivelé positif. 2008 même, mais il est capable d'être performant sur des parcours de ce type-là, et de toute manière, s'il veut obtenir des résultats dans sa carrière, il se doit d'être performant sur des parcours comme ça, et là il en a manqué aussi, et ce qui fait que on a Alexandre Delettre, qui avait déjà été bon l'an dernier en Coupe de France, qui prend la 12e place, un Pierre Latour, toujours aussi discret, hein, Pierre Latour, qui n'a pas progressé en descente, ce qui n'est pas très rassurant quand même pour la suite de la saison. Mais ouais, Total Energy un peu trop discret. Autant j'ai bien aimé la Total Energy à Palma de Majorque sur le Halou Latour, autant aujourd'hui j'ai trouvé que cette équipe a eu un petit peu de mal. Et puis je termine avec Ineos. Ouais, moi je trouve que Ineos ils ont moi j'aurais fait quelque chose d'autre en termes de stratégie. En fait je trouve que Ineos se débarrasse très vite et trop tôt de notre ami Bilbao. Ils se sont débarrassés très vite de lui. Alors que je pense... pas Bilbao, de Fraile. Ils se débarrassent très vite de Fraile. Ce qui, je pense, a un peu été une erreur. Dans la descente, ils utilisent énormément Omar Fraile. Alors qu'à ce moment-là, il aurait peut-être mieux fallu utiliser Joshua Tarling. Ou même Langelotti, par exemple, le coureur monégasque. Et je trouve qu'ils utilisent trop tôt Omar Fraile. Et moi, j'aurais bien vu un duo Axel Laurence-Omar Fraile. Avec le fait qu'on joue avec Axel Laurence, c'est-à-dire qu'on décide de faire attaquer Omar Fraile et qu'on décide de jouer beaucoup plus avec Axel Laurence et sa pointe de vitesse d'Axel Laurence. Ce qui, je pense, leur manque dans le final, c'est d'être deux. Parce que comme Tarling lâche dans le col de la Ginesse et que Tarling fait pas peur, on va dire, Fraile, je pense, fait un peu plus peur. Et Fraile, il aurait pu faire peur à un mec comme Vauquelin, il aurait pu faire peur des coureurs comme ça, en se disant il a peut-être encore la capacité d'avoir une bonne pointe de vitesse quand même, et on peut pas l'avoir dans la roue, et ça aurait peut-être un peu plus perturbé le groupe de 4, et ce qui aurait peut-être permis à Axel Laurence ou à Omar Fraile de s'échapper, de s'isoler en tête de course, alors qu'avec Joshua Tarling, tu sais que Joshua Tarling c'est plutôt un rouleur, donc pas forcément une grosse pointe de vitesse, donc il fait pas peur Joshua Tarling quand il attaque. Donc je pense qu'on a utilisé Omar Fraile mais pas au bon moment, et là je pense que c'était une erreur. Après Axel Laurence fait sa course, mais c'est vrai que je me dis si on avait peut-être mis Omar Fraile,
Est-ce qu'on n'aurait pas eu un scénario différent? Peut-être. Donc voilà, petite frustration de ce côté-là, et c'est pour ça que je mets en Bonu Nedan, on verra ça comme ça, Ineos Grenadiers, parce que je me dis, Omar Fraile, on aurait peut-être pu l'utiliser différemment. Et c'est vrai que c'est une équipe qui a un peu du mal, je trouve, depuis quelques temps en termes de stratégie. C'est une équipe que je critique assez souvent de ce côté-là. Bon, on a fait le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.